l'immortel. Écrit et conté par Raph Adam. Teddy Connors aimait bien se rendre à l'église St. John's. Même si ça faisait une trotte depuis chez lui, c'était toujours un moment d'apaisement, après le bruit et la fureur du chantier. En général, il y allait avant de rentrer à la maison, si gosse, ça fatigue. Sa femme bien-aimée, Eliza Connors, le savait tout aussi bien que lui, si ce n'est plus, car elle était mère au foyer. Autrefois, elle exerça dans un restaurant chinois sur la 5e avenue, au nord-est de la ville. Mais depuis, la crise avait sévi et elle n'avait plus rien trouvé. Même pas un mi-temps. Tout au plus faisait-elle le ménage chez les Green, à 1 heure de chez elle, quand les enfants étaient à l'école, et que sa sœur pouvait garder le petit Darren. Ces temps-ci, Teddy sentait bien qu'il était sur le point de craquer, de fondre en larmes à même l'un des bancs en bois de l'église, peut-être même pendant l'office du père Hernandez. Pourtant, il retint ses larmes. C'était sa façon à lui de faire valoir son orgueil, sa seule richesse, lui qui avait tout juste de quoi nourrir sa famille. Ce jour-là, il n'écoutait pas les paroles du père, d'ordinaire réconfortantes. Une petite voix en lui le sermonnait. « Le Seigneur ne peut rien pour toi. Combien d'années tu vas encore tenir, hein, à t'esquinter la santé pour 3 sous et quelques cigarettes? Et puis tes enfants, t'as pensé à leur scolarité, à l'université? Soit tu trouves très vite de l'argent, et pas qu'un peu. Soit tu les promets à un avenir déplorable. » Et tout en pensant cela, il voyait en lui son quartier, une série d'immeubles bas et insalubres, dont la plupart des cages d'escalier étaient maculées de graffitis occupés par 1 ou 2 junkies. Au centre du ghetto, il y avait une pelouse. L'herbe y avait jauni. Parfois, les gosses y jouaient au foot après qu'on ait retiré les capotes et les seringues qui traînaient. Il y avait aussi des sofas et pas mal d'électroménagers. Ça faisait tellement longtemps qu'il vivait dans le quartier qu'il y pensait plus. Mais là, sous les voûtes fraîches et obscures, il se disait que c'était pas normal de vivre comme ça, que ça devrait être illégal. Les quelques habitués de l'église se levèrent en scandant « Amen ». Teddy sortit de ses rêveries et se leva. Il s'était dépoussiéré avant d'entrer, mais ses chaussures en faux cuir et son pantalon étaient toujours recouverts d'une couche cendrée. Il y a de ça 2 jours, il avait décroché le miroir de la salle de bain et il avait expliqué à sa femme qu'il ne préférait pas se voir dans le reflet. Ça lui rappelait combien sa vie avait un goût de chiotte. Ce sur quoi sa femme avait répondu « Tu vis pas tout seul, Teddy. J'ai encore un peu envie de me maquiller de temps en temps, donc tu laisses le miroir. » Il lui avait adressé un sourire. Le sourire avait envoyé un éphémère rayon de lumière sur ses joues creusées par la malnutrition et ses cernes noirs et profonds. Puis il l'avait embrassée au creux du cou. Elle avait posé sa main dans ses cheveux, tous deux s'étaient enlacés furtivement. Puis le petit dernier avait poussé ses cris, à cause de ses dents. Et peut-être un peu à cause de la faim. « Comment vas-tu, Teddy ?» dit Hernandez, eut une main sur son épaule. « Oh, pardon, père. J'ai la tête ailleurs. Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. C'est le chantier qui t'épuise. Pourquoi n'irais-tu pas avec les autres te requinquer un peu dehors? C'est l'église qui régale. » 2 émotions contraires vinrent le percuter en plein front. La gratitude, mais aussi la honte. Fallait pas cracher dans la soupe populaire. Ce bouillon serait peut-être la seule chance de dîner ce soir. Je vous remercie, mon père. Mais je vais rentrer près de ma femme. Je ne peux pas la laisser seule trop longtemps, à cause des enfants. Avec la noblesse qui le caractérisait, Hernandez leva son doigt en l'air et dit d'un sourire bienveillant. « Ce sera donc à emporter. Donne-moi 1 minute. » Avant qu'il ait pu protester, le père s'éloigna d'un pas agile dans l'allée centrale. On ne voyait pas ses pieds, cachés derrière son habit trop long. Teddy adressa un bref coup d'œil au Christ crucifié au mur, près de la chapelle, là où des cierges avaient été allumés. Les larmes de Jésus, ainsi que la cire qui dégoulinait le long des bougies, l'emplirent de mélancolie. Il secoua la tête et sortit rejoindre le père. Dehors, il faisait presque nuit. On entendit des sirènes au loin. Il y avait la queue le long de la longue table en bois. Le père Hernandez était en train de préparer un tupper de soupe. Il prit aussi une belle miche de pain et s'empressa de revenir vers Teddy. « Ne dis rien, mon fils. Prends ce souper et rejoins ta petite famille. Tu passeras le bonjour à Elisa pour moi. »« Merci, mon père. » Teddy rétracta un peu les lèvres. Leva la miche de pain en guise de salut, descendit les dernières marches du parvis pour rejoindre la rue. L'éclairage n'était pas bon. Les lampadaires trop espacés les uns des autres. Certains grésillaient, d'autres étaient carrément éteints. D'un quartier à l'autre, l'éclairage public était bien inégal. On vit Teddy Connors disparaître dans les ténèbres,
pour réapparaître à la faveur d'une lueur, le dos courbé. Et de l'autre côté de la rue, il y avait les pubs et les bars. « Oh, je me ferais bien une petite bière ou deux, pensait-il. Mais ce serait pas cool pour Elisa. Et puis, je suis trop fatigué. Mieux vaut rentrer à la maison. » Il passa devant une voiture noire. Dans la semi-pénombre, il ne se rendit pas tout de suite compte que les vitres étaient teintées. Il se mit à fredonner l'air d'une chanson pour chasser ses idées noires et se donner de la force. C'était du français, langue inconnue pour lui, mais qu'est-ce que c'était beau! Il avait entendu ça sur un 33 tours, exposé à même la rue. L'antiquaire, un jeune homme sinistre, lui avait alors proposé de l'acheter. Sans le sou, Teddy avait refusé. L'antiquaire avait insisté pour qu'il signe son registre, comme un emprunt. Teddy avait trouvé ça plutôt louche et avait refusé. Ce sur quoi l'antiquaire l'avait regardé s'éloigner, avant d'ajouter « C'est un île malamour », chanté par Edith Piaf. Teddy avait relevé un peu sa casquette avant de fredonner l'air qu'il avait trouvé si beau. La voiture noire aux vitres teintées fit marche arrière, lentement, de sorte qu'elle arriva à son niveau. Connors fit un pas de côté, par réflexe, le pain et la soupe serrés contre lui. Il regarda autour de lui. Il n'y avait pas grand monde, juste quelques types qui fumaient en terrasse de l'autre côté. La vitre s'ouvrit lentement et un homme apparut. « Monsieur Connors, John Klein, vous permettez que je fasse un bout de chemin avec vous ?»« Vous êtes qui? Et comment vous savez comment je m'appelle ?» L'homme sortit, réajusta un peu son complet tout neuf, puis claqua la porte. Il s'avança dans la lumière. Rasé de près, cheveux gominés et le torse bombé, il dégageait une grande confiance en lui et une pointe d'arrogance. Comme si pour ce jeune homme, la vie n'était qu'un jeu dont il dominerait les règles. Le contraste avec Teddy était saisissant, gênant même. « Internet, monsieur Connors. Tout ce que je sais de vous vient d'Internet. »« Je ne suis pas sur les réseaux. »« Oh, vous y étiez, monsieur Connors. Et vous faites quelques recherches de temps à autre, n'est-ce pas? Mais tout ceci n'a aucune importance. Mais que savez-vous de moi et qui êtes-vous d'abord? »« J'y viens, monsieur. Calmez-vous. Nous ne vous voulons aucun mal. C'est même tout l'inverse, monsieur Connors. Permettez que je m'explique en chemin. » Le dénommé Klein tendit la main pour l'inviter à marcher. Connors le jaugeait, les sourcils froncés. L'antiquaire lui avait paru fort suspect, mais là, c'était le pompon. Pourtant, il repensa au père Hernandez, qui lui avait conseillé de garder son calme en toutes circonstances, et laissa l'inconnu s'expliquer. Il avait aussi envie de savoir. Ils marchèrent le long du trottoir, Teddy avec ses vivres dans les bras, Klein les mains dans le dos, tandis que la voiture les suivait en marche arrière. « Je représente un laboratoire pharmaceutique. J'aurais dû commencer par ça et ne pas y aller par 4 chemins, monsieur Connors. Pour des raisons que vous comprendrez plus tard, je ne peux pas vous en dire plus. Toujours est-il que je sais que vous êtes dans le besoin et j'ai un deal à vous proposer. »« Un deal ?» dit Teddy en regardant la berline du coin de l'œil. « De quel genre ?» Un énorme cafard traversa le trottoir. John Klein fit un pas en avant pour l'écraser, mais l'insecte était déjà dans les hautes herbes du parc, par-delà la grille. Il resserra son nœud et aplanit sa cravate noire. « Eh bien, nous avons besoin de tester un sérum thérapeutique sur des êtres humains. Je vous rassure tout de suite, nos tests préalables menés sur des rats et des chimpanzés ont été concluants. »« Un sérum ? Contre quoi ? Et puis, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un ? Je veux dire, quelqu'un d'autre. » Teddy allait dire quelqu'un de normal, mais il se ravisa et ajouta « Oui, pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Ce sont des questions légitimes, monsieur Connors. Je ne peux pas encore vous dire en quoi consiste ce sérum. Pour la simple raison que notre collaboration, si elle aboutit, se fera dans le plus grand des secrets. Personne ne sera au courant, pas même votre femme. Elisa Connors, n'est-ce pas ?» Teddy s'arrêta net pour dévisager Klein sévèrement. Il savait le nom de sa femme. Oh, après tout, les registres de leur mariage mentionnaient bien leur union. L'info venait sûrement de là. En revanche, monsieur Connors, je peux vous dire que nous vous avons choisi pour votre groupe sanguin. Et aussi pour votre situation économique, je ne vais pas vous le cacher. Ah, je vois. Vous pensez que je vais accepter l'argent parce que j'ai le couteau sous la gorge, c'est ça? Oh, c'est surtout votre groupe sanguin qui nous intéresse, monsieur Connors. Et croyez-moi, si vous acceptez, vous ne serez pas pauvre très longtemps. Teddy avait soudain l'impression d'halluciner. Était-il en train de rêver les yeux ouverts, comme il avait l'habitude de le faire?
D'ordinaire, ses rêves avaient plutôt à voir avec la musique et la chanson. Il eût aimé chanter sur toutes les scènes du globe. C'était ça son rêve d'enfance. Était-ce alors un ange envoyé par Dieu, après tant de prières? Non plus. Les anges ne mettent pas de cravate noire. Tout le monde savait ça. De combien est-ce qu'on parle? Dit-il presque malgré lui. D'un salaire fixe, mensuel. 6 000 $, monsieur Connors. À vie. Teddy s'arrêta, sans toutefois regarder son interlocuteur. Et soyez sûr que j'ai la documentation pour vous prouver que tout ça est très sérieux. En cas de signature, monsieur Connors, vous aurez même une avance. Klein lui tendit un téléphone. Réfléchissez à mon offre et appelez-moi. Il n'y a pas de code de déverrouillage et un seul numéro dans le répertoire. Je serai votre seul interlocuteur pour l'instant. Teddy mit sa miche de pain sur le tupper de soupe et prit le mobile d'une main fébrile. À bientôt, monsieur Connors. J'ai vraiment hâte qu'on travaille ensemble. Teddy tenta de se ressaisir, de dire quelque chose, mais la journée avait été harassante. Il le vit remonter dans la voiture. La berline s'éloigna pour disparaître à l'angle de la rue. Teddy arriva chez lui étourdi. Par le labeur d'abord, la chaleur et l'humidité estivale, et enfin par l'offre de Klein. Ses manières, cette effrayante connaissance sur lui ou sa femme, même s'il n'avait rien à cacher, même s'il savait que les informations récoltées sur le net ou ailleurs se vendaient ou s'obtenaient assez aisément, c'était embarrassant. Mais que pouvait-il faire? Embaucher un avocat? Lui qui n'avait pas même de quoi payer un mets complet à ses filles et ses fils. Il ouvrit la porte au bois blanc et déposa le pain et la soupe sur une commode. Un copeau de peinture écaillée tomba au sol. Fallait changer la serrure, que 3 types avaient tenté de forcer 3 semaines plus tôt. Elisa s'était réfugiée avec le petit Darren, un couteau de cuisine mal aiguisé dans la main. Heureusement, les autres enfants étaient à l'école. « Je suis armé !» avait-elle crié d'une voix pas très convaincante. « Nous n'avons rien de valeur. Allez-vous-en !» Les types, probablement aussi pauvres et désemparés, n'avaient finalement pas insisté, mais la serrure avait souffert quelques dégâts. Teddy referma la porte. Ça sentait la friture. Sa femme apparut dans l'embrasure de la porte, le petit dans les bras, qui mordillait son pouce et son index potelé. Il avait encore des traces de larmes sur les joues. Teddy ne put réfréner un sourire en voyant sa femme, un tablier plein d'huile et de sauce tomate, les cheveux attachés à la va-vite avec un élastique distendu. Ils restèrent un instant à se regarder. « Même comme ça ?» dit-il avec un petit sourire en coin. « Je t'aime encore ?» Il lui fit un clin d'œil. Elle sourit en retour, tout en faisant non de la tête, histoire de dire « Quel pitre !» mais trop contente de le savoir encore blagueur. Puis il l'embrassa sur la bouche et la tempe. « Papa !» Les yeux écarquillés et amusés, Teddy regarda son fils. Darren lui prit le nez et le tordit sans ménagement. « Aïe! Une vraie brute, celui-là! Comme sa mère. Oui, viens par là, toi. » Elisa délaissa volontiers le petit et tira son bras endolori et alla faire réchauffer la poêle. Il ne restait plus grand-chose à manger. Quincy, Maria, Elena, John et Daphné commençaient à manger comme 4, ou plutôt comme 5. Ils regardaient tous la télé dans le salon. 3 d'entre eux dormaient déjà. Les 2 autres regardaient d'un air hébété un show de télé-réalité. Teddy n'aimait pas trop qu'il regarde la télé, mais il en allait de la tranquillité d'Elisa. Alors il n'avait pas son mot à dire. Il alla embrasser ses filles et ses fils sur le front, puis emmena Daphné dans son lit. Il fit de même avec les autres. Seul John rechigna un peu, mais il savait que son père pouvait se mettre en colère. Encore qu'il ne l'avait jamais giflé, tout au plus lui prenait-il le bras d'une main ferme et gonflé par les années de chantier. Elisa, elle, c'était autre chose. Les gifles pouvaient tomber, et pas doucement. Quand on est 8 dans 46 mètres carrés, ce sont des choses qui arrivent. Teddy Connors revint manger ses pâtes dans la cuisine, Darren sur les genoux. Le petit commença à s'endormir au creux de son épaule. Dans sa poche, le portable fourni par Klein. « Pouf !» dit sa femme tout en déposant le tablier sur une chaise. « Je vais prendre une douche et je vais me coucher. Tu le couches ?» Il acquiesça et regarda les hanches de sa femme s'éloigner. La lampe au bout de son fil envoyait une lumière jaunâtre sur un mobilier décrépit. L'odeur nauséabonde des canalisations émanait de l'évier. Fallait qu'Elisa ou lui réparent ça. Ah, on verrait ce week-end. Il s'adossa doucement contre le dossier pour ne pas réveiller Darren.
et contempla le seul cadre de toute la maison, un portrait de John Coltrane, dégoulinant de sueur, en pleine lumière, sous les spots. Il expira longuement par le nez, en proie au regret. Lui qui avait vendu le sax de son père 3 mois plus tôt. Un Selmer alto couleur bronze. L'argent ne fait pas le bonheur, lui avait un jour dit le père Hernandez. Mais manquer d'argent vous en prive. Ça l'avait marqué. Surtout venant d'un homme d'église, même en Amérique, pays du dollar. Le contexte n'était pas le même à l'époque. Hernandez avait dit ça par empathie, pour entériner le fait que oui, la vie était dure pour les pauvres du quartier. La palissade, envoyée dans le ciel impassible. Mais là, la phrase résonnait avec force. 6 000 $ par mois, avait dit Klein. À vie. À vie ? À vie, c'était suspect. Fallait en savoir davantage. Une occasion comme ça ne se présente qu'une fois. Il alla coucher Darren, fuma une clope les coudes appuyés sur la fenêtre de sa chambre et resta un long moment à sonder la nuit, même après qu'Elisa se soit couchée. Elisa se leva la première, embrassa Teddy qui ronflait et ramassa son pantalon crasseux pour la lessive. Elle retira les affaires des poches, fronça les sourcils en voyant le téléphone noir et reposa l'appareil sur la table de chevet. 15 minutes plus tard, impossible de dormir. Daphné et John se disputaient déjà à propos du skate, vendu par le père Hernandez à la brocante annuelle pour un prix symbolique, histoire de racheter quelques cierges. Teddy eut une bouffée de stress en posant un pied au sol. Son pantalon. Il regarda à droite, à gauche, et vit le portable sur la table de chevet, qu'il s'empressa de ranger dans le tiroir, bien au fond, derrière quelques feuillets en désordre, des tentatives avortées de chansons. « Hello chérie », dit-elle, « j'ai mis tes affaires à laver. T'as un nouveau portable ? Hein ? Non. Ah, je l'ai trouvé dans la rue. Je vais voir si je peux retrouver le type ou la femme qui l'a perdu. Tu t'habilles et t'emmènes les enfants au parc ? Je vais démarcher ce matin. Tu te rappelles ? Oui. Vas-y, je gère. Super. Elle l'embrassa et partit faire la tournée des restaurants. Plutôt optimiste, comme à chaque fois, Teddy savait qu'il devrait se montrer réconfortant en fin de journée, quand elle aurait essuyé 30 refus et que le désarroi s'emparerait d'elle. Il s'habilla en vitesse pour préparer le petit déjeuner, les habiller et sortir. Le parc dont parlait Elisa, c'était la pelouse communautaire. Teddy s'assura que l'herbe était à peu près dépourvue d'objets tranchants ou franchement rebutants. Il avait déjà eu à écarter une capote usagée. Puis tous se mirent à jouer, sauf Darren, qui se levait à même la nappe à carreaux pour retomber aussitôt. Teddy restait près de lui, donnait un peu de la voix pour dire aux autres de pas trop s'éloigner, ou pour menacer John d'une punition qui ne tomberait jamais, puis il se résolut à appeler, comme ça, sur un coup de tête, harassé de ce quotidien trop longtemps subi. « Monsieur Connors, » dit Klein enjoué, « quand est-ce qu'on peut se voir ? Je peux être disponible ce soir, vers 22h. 1 heure, pas plus. » « Fort bien. Vous connaissez le pont Hauer, je suppose ? » ?»« Oui. » « Alors, sous le pont Hauer, côté est, vous reconnaîtrez notre voiture. 22h30, ça vous irait ? » ?»« Oui, ça ira. » »« Nous irons dans notre local, plus simple pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Et nous vous ramènerons jusqu'à chez vous, bien sûr. Vous serez de retour à temps. Monsieur Connors ? » ?»« Oui, je suis toujours là. Entendu. » »« Ah, une dernière chose, monsieur Connors. Dites simplement à votre femme que vous avez un entretien d'embauche pour un constructeur. N'en dites pas plus. Si elle insiste, vous lui dites que tant que rien n'est fait, vous ne voulez pas créer de fausses espérances. Commencez à vous faire à l'idée que vous ne nous avez jamais vus. À ce soir, monsieur Connors. »« Oui, à ce soir. » Klein raccrocha. Darren le regardait les sourcils froncés, sa main presque entièrement dans sa bouche. « Pas un mot à maman, hein ? » ?»« Ouais, je vais te manger, toi. » Il prit son fils pour le couvrir de baisers, qui fit d'abord rire l'enfant avant que la douleur des dents ne reprenne le dessus. « Quincy, lâche ça !»« Quincy !» Teddy dut se lever pour convaincre l'enfant de lâcher la jante rouillée et tranchante qui devait servir de poteau. Pour les cages de foot. Je vous ai répété 1000 fois de rien toucher. Si quelque chose vous gêne, vous me le dites, et c'est papa qui déplace les objets, d'accord ? Ah ! Teddy expira un râle prodigieux. Darren pleurait dans le creux de son cou maculé de morve, et Daphné venait de tacler violemment sa sœur Elena, qui se tenait le genou. C'est fou comme on peut se faire mal quand un ballon de foot est en jeu.
En cet instant précis, sa vie lui parut absurde. Il caressait secrètement l'espoir que tout allait changer. Les enfants s'étaient tellement dépensés en journée qu'ils dormaient déjà. Oh, Teddy avait découvert cette technique depuis fort longtemps. Donnez-leur des jeux à n'en plus finir, et vous aurez peut-être votre soirée pour vous. Assise au bord du lit, Elisa n'était pas convaincue du tout. Tu vas pas te saouler avec les Brown, là? Mais non, je t'ai dit que j'ai un entretien, c'est très sérieux. Un entretien à 22 heures passées, tu te fous de moi, là? Ah, Elisa, fais-moi confiance un peu. J'ai pas bu une bière depuis 4 jours, franchement. J'en ai pour 1 heure. Tu sais, là, j'ai plutôt besoin que mon homme soit avec moi tout de suite, là. J'ai fait tous les restos de la 2e avenue. Non, désolé, on recrute pas. Oh, on n'a pas besoin d'une serveuse. La crise nous permet pas d'agrandir l'équipe. Allez plutôt voir du côté de Chinatown. Donc ouais, j'ai plutôt envie de te serrer dans les bras, là. Sa voix commençait à faiblir à cause des larmes. Il releva son visage et la ramena contre lui. Il l'embrassa sur le haut du crâne et dit « C'est un constructeur réputé. Dave qui m'en a parlé. Il cherche 2 gars. La paie est bien meilleure et les horaires plus réglo. Ils ont même un syndicat, tu te rends compte? Je pouvais pas me libérer plus tôt pour parler au boss. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai vraiment envie que ça aboutisse. On peut pas continuer comme ça. Je sais pas, moi. J'ai envie de t'emmener en voyage. D'envoyer les enfants à l'université. Pourquoi pas de prendre une aide à domicile? Allons-y franchement, quitte à rêver. J'ai juste envie de t'offrir une vie meilleure. Alors ouais, je vais pas m'avancer. Elle détourna les yeux et fit un début de moue. Elle avait beau être mère, elle était encore jeune et un peu immature. Comme lui d'ailleurs. Un amour de jeunesse que la pauvreté n'avait pas encore détruit. Vas-y, dit-elle. Tu vas être en retard. Il l'embrassa une dernière fois, envoya un clin d'œil qui la fit sourire, et sortit en fredonnant son air de musique. La voiture était bien là, sur le parking au bitume craquelé et percé de mauvaises herbes. Son capot était éclairé par un lampadaire, le reste restait dans la pénombre. Derrière se trouvait le pont. Un wagon venait de passer, ses roues grinçaient à l'horizon en direction de la ville et des lumières qui scintillent. Sur le rivage, l'eau croupie formait une écume mêlée de plastique. Teddy descendit le terrain en pente, dérapa un peu sur la terre sèche et s'avança sur le parking. Il vit Klein sortir des ténèbres pour le rejoindre. Le voilà à bord de la voiture. À l'avant, un chauffeur muet qui ne dit même pas bonjour. Seul Klein parla. « Comment va votre famille, au fait ?» Il n'attendit pas de réponse. « Je ne vais pas cacher ma joie, monsieur Connors. Et même si rien n'est encore fait, vous venez de faire un grand pas en avant. Et l'humanité avec. Oh oui. » Klein paraissait réellement ému. Sans son apparat, Teddy aurait eu une confiance aveugle en lui. Encore que sa condition difficile l'avait rendu un tant soit peu défiant envers les hommes. Parfois Connors se disait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Faire autant de gosses, aussi jeunes, c'était pas des choses à faire. Parfois il se disait l'inverse, que c'était pas sa faute, qu'on choisit pas son destin au final. Et cette idée était encore plus effrayante. Sans libre arbitre, que sommes-nous? Mais ce soir-là, il avait bien l'intention de faire un choix décisif. Klein était tellement excité qu'il n'attendit pas d'être arrivé pour donner quelques détails. Nous avons fait une découverte, tellement immense, monsieur Connors, que je cherche encore à la qualifier. Immense, c'est un adjectif bien trop faible. Teddy commença à s'impatienter. Il aimait les gens qui allaient droit au but. Aussi fixa-t-il Klein droit dans les yeux. Ce dernier comprit et reprit. Nous sommes désormais capables de repousser la mort. Klein eut un début de rire nerveux. Il avait pourtant tenu ce même discours aux autres, mais à chaque fois, c'était la même émotion, le même vertige. Monsieur Connors, il posa sa main sur l'avant-bras de Teddy. Nous sommes peut-être en mesure de vous rendre immortel. De quoi parlez-vous? Vous semblez insensé, je sais. Mais tout cela va prendre forme petit à petit. Moi-même, je n'y ai pas cru. Mais je les ai vus rajeunir. D'abord les souris, puis les singes. La voiture s'engagea dans un tunnel souterrain. Il n'y avait pas grand monde. La route paraissait avoir été dégagée pour eux. Nous sommes sur le point de réaliser l'un des plus grands rêves de l'humanité. Et n'en déplaise aux mauvaises langues, imaginez pouvoir conserver la santé, la jeunesse et vos proches à vos côtés.
Pour l'éternité. Imaginez cela, monsieur Connors. Faites-moi descendre, vous êtes fou. Alors imaginez l'argent que vous êtes sur le point d'encaisser. Une occasion comme celle-ci, monsieur Connors, vous n'en aurez pas deux. Oh non, je vous l'assure. Moi-même, je suis d'une famille modeste. Mon père venait de la campagne. Un bout de terre si sec qu'il a dû venir en ville. Il n'y avait pas toujours du pain dans la soupe. Je pense que cela vous parle. Mais j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée à moi. Et me voilà. En apparence fou, monsieur Connors. Mais ce n'est que l'émotion des grandes découvertes. Et vous ne tarderez pas non plus à la ressentir. Laissez-moi vous montrer nos locaux. Et si après votre visite vous n'êtes pas convaincu, je n'insisterai pas. Je vous dédommagerai du désagrément. Qu'en dites-vous ? Teddy regarda les néons jaunes défiler par la vitre. Ça sentait le charlatanisme à plein nez. Et puis quand bien même aurait-il pu devenir immortel, l'aurait-il fait ? Qui a envie d'être immortel, franchement ? D'accord, finit-il par dire. Mais mieux vaut que vous soyez convaincant. La voiture prit une sortie sur la droite. Elle débouchait sur une grande artère en périphérie de la ville. De part et d'autre, on apercevait déjà des entrepôts. Certains n'avaient pas même un nom ou un écriteau. Allez savoir ce qui se cachait derrière cette succession de hangars. Sur les quais, des containers à l'abandon. La voiture tourna à nouveau, puis freina un peu plus loin jusqu'à s'arrêter devant un portail. 2 hommes saluèrent depuis le poste de contrôle et sortirent. « Il faut qu'on sorte », dit Klein tout en montrant l'exemple. Teddy sortit à son tour. L'un des types portait un fusil. Il avait la main sur la détente. L'autre faisait le tour de la voiture avec un berger allemand, sans doute à la recherche d'un explosif. Ils inspectèrent le coffre et l'intérieur du véhicule. Après quoi, ils vérifièrent que ni le chauffeur, ni Klein, ni Connors portaient une arme sur eux. L'inspection parut durer une éternité, mais Klein s'en accommodait. Ça ferait son effet sur Teddy, ça enverrait une image de sérieux, somme toute. « Merci, monsieur Klein », dit le dresseur. « Vous pouvez y aller. » Le portail grillagé, neuf à l'évidence, s'ouvrit en coulissant sur un côté. Un gyrophare vert planté sur un piquet envoyait ses rayons dans la nuit. La voiture s'engagea dans l'enceinte et dut attendre que les bornes anti-bélier s'abaissent. D'autres hommes en armes attendaient un peu plus loin, près de l'entrée. Pas très grand leur local, pensa Teddy de prime abord. Ne vous fiez pas aux apparences. L'essentiel est enterré et invisible à l'œil nu. Comme toutes les bonnes choses du reste. Il fit un clin d'œil à Teddy, sa façon de détendre l'atmosphère. Effet raté. Ils sortirent et continuèrent à pied. Le chauffeur alla se garer. Teddy vit passer une blatte grosse comme une date. Klein pressa le pas. « Bonjour », dit-il en montrant son badge. Inutile puisqu'on le connaissait bien. « Je viens avec Teddy Connors. C'est prévu. » Une femme consulta son smartphone. « Teddy Connors, pour le PRR. »« Bienvenue, monsieur Connors. Allez-y. » Son collègue entra un digicode puis apposa son pouce. Le sas se déverrouilla et s'ouvrit tout à fait. Teddy remarqua qu'on avait installé des caméras dans un angle. Ils entrèrent, la porte se referma derrière eux. Ils s'avancèrent jusqu'au bout du couloir et durent attendre qu'on ouvre. Klein leva les sourcils et dit « Le protocole ». La porte s'ouvrit enfin. Derrière, une petite salle d'attente. Teddy fut d'abord attiré par le tableau. Un jeune homme portant sandales de cuir et toge blanche brandissait un bouclier et une épée pour faire face à la mort, tapi dans l'ombre d'une grotte. Teddy n'y connaissait rien, mais ça ressemblait à de la mythologie grecque. Klein l'invita à s'asseoir sur l'un des sofas en cuir beige, près de la fontaine d'eau. On avait disposé des magazines sous la table en verre. La lumière des lampes au mur était tamisée. Klein s'adressa à l'homme derrière le comptoir. « Dites à Albert McClintock que M. Connors est avec moi. » L'autre s'exécuta. « Je vous sers à boire, M. Connors ?» Mais Teddy refusa. Il sentait l'appréhension le gagner. Il n'avait pas envie d'être redevable, ne serait-ce que pour un verre d'eau. Il se demandait ce qui justifiait un tel déploiement de force, une telle sécurité. Un sérum d'immortalité. Une sueur froide perla au-dessus de son front. Il serait sans doute reparti si le dénommé McClintock n'était pas apparu dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Klein ?» dit-il en tendant sa main, une main robuste. « Et vous êtes Monsieur Connors, je présume ?» Teddy lui serra la main. Sa poigne était forte, pas moite et rassurante en un sens. Ça voulait dire que le type avait les pieds sur terre. C'était l'impression qu'il lui fit. Ça valait mieux qu'une main moite qui se dérobe en tout cas. « Allons dans mon bureau. »« Ah, j'oubliais. » McClintock se retourna pour faire face à Teddy. Il avait l'air amusé.
Quoi que Klein vous ait dit, ignorez-le tout à fait. Il a tendance à exagérer, comme tous les commerciaux d'ailleurs. Klein ne s'en offensa guère. Au contraire, il éprouva une certaine fierté à être commercial. Allez-y, installez-vous. McClintock referma la porte et contourna son bureau pour s'asseoir en face d'eux. Avant de poursuivre notre entretien, je vais vous demander de signer ceci. Teddy prit les feuillets qui se trouvaient en face de lui, reliés entre eux par une agrafe. Le regard en partie vide, il tourna les feuillets. « C'est pour garantir la confidentialité de notre échange », ajouta Klein. « Il en va du secret professionnel, vous comprenez ?» Teddy trouvait qu'il avait un sacré culot de parler de secret. Et ses données personnelles, à lui, vendues à prix d'or par un réseau social ou un site quelconque, on en parle ? En cet instant, il sentit combien le rapport de force était en sa défaveur. « Ouais, et puis merde », se dit-il. Les $6 000 couvriront le dédommagement. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de pages, Monsieur Connors. C'est une charte de déclaration sur l'honneur, rien de plus. Teddy signa à la va-vite et dit « J'espère que vous n'avez pas inclus une clause abusive. Maintenant, vous allez pouvoir m'en dire plus. J'ai 6 gosses et pas beaucoup de temps devant moi. Je veux pas perdre mon temps, vous comprenez ?» Nous non plus, Monsieur Connors. Le temps est notre actif le plus précieux en réalité. Nous devons faire mieux, et surtout plus vite que nos concurrents. Bien. Il remit ses lunettes sur le haut de son nez. Bon, excusez nos manières, Monsieur Connors, tout ce secret. Les gardes à l'entrée, la voiture teintée. Tout ça a dû vous paraître étourdissant et de mauvais goût. Je peux vous servir un verre? De l'eau peut-être? Cette fois, Teddy accepta. Il avait la gorge sèche, un peu nouée. Merci. Je vous avoue que je ne sais toujours pas dans quoi consiste le job. Le job, comme vous dites. Tenez. Il lui tendit un grand verre en cristal plein d'eau. Le job donc consiste à essayer un sérum élaboré par mes équipes et moi sur des femmes et des hommes. Sérum dont la composition doit rester secrète, à cause de la concurrence, mais qui a pour but de rajeunir les cellules, et donc de freiner la vieillesse. Teddy but à grande lampée. « Et c'est dangereux, dit-il soudain. Monsieur Klein a parlé d'immortalité, de grandes découvertes. C'est pas très rassurant, vous comprenez ?» « Oh, je comprends qu'il ait dit cela. » McClintock jeta un regard complice à Klein, mêlé de reproches. Car après la 3e dose, il est vrai que le vieillissement se cristallise. Et donc théoriquement, le sujet ne vieillit plus. Il y eut un silence. Teddy paraissait avoir du mal à saisir l'information, à la rendre concrète, à entrevoir l'entourloupe. Klein observait son prospect. Et McClintock n'osa pas parler d'immortalité. Le mot était trop grand. Du domaine de la science-fiction. Donc, si je comprends bien, vous allez m'injecter 3 doses de votre sérum et voir ce que ça donne. C'est cela, Monsieur Connors. Vous seriez le cobaye numéro 3, avec Angela Thomas et Ron Povitz, qui vous ont précédé. Tous deux ont déjà signé un contrat. Et désolé d'utiliser ce terme, cobaye. Je vois Klein grimacer. Mais appelons un chat. Et quels sont les risques? Bonne question, Monsieur Connors. Les risques sont minimes, puisque nous avons testé la solution sur plus de 1000 souris et 300 primates, dont des chimpanzés. Et je risque de rajeunir, c'est ça? Pas dans un premier temps. Vos cellules resteraient en l'état. Ce n'est qu'à moyen terme que vous pourriez rajeunir. Mais rassurez-vous, pas au point de devenir un enfant. Vous garderiez votre constitution d'adulte. Et vous avez comment ça s'appelle un antidote? Au cas où ça fonctionne pas, je veux dire, c'est... Réversible? Oui, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, c'est là l'un des problèmes actuels. Nous n'avons pas encore le moyen de faire marche arrière. Une fois l'ADN modifié, il est impossible de vieillir. Mais nous travaillons sur la question jour et nuit, soyez-en sûrs. Vous n'avez qu'à voir l'état de mes cernes. Teddy Connors portait une main à sa bouche. Si je ne vieillis plus, ça veut dire que je vais voir mourir mes enfants. Il y eut un silence, gênant pour le coup. McClintock se leva pour aller se servir un jus de pomme. Vous êtes perspicace, Monsieur Connors. Et en effet, c'est un risque non négligeable. Nous avons besoin de tester le sérum sur des cobayes humains. Pour non seulement tester notre découverte, en saisir les mécanismes, mais aussi pour la défaire. Sans quoi elle sera invendable sur le marché. Si les essais sont concluants, intervint Klein, soyez sûr que vos proches seront parmi les premiers à en bénéficier.
et gratuitement en plus. Vous n'aurez pas à les voir mourir comme vous dites. Mais il faut d'abord tester le sérum, faire un suivi assez long et consciencieux, être sûr qu'il n'y a aucun effet secondaire et indésirable. Nous minimisons les risques, mais tôt ou tard, la science prend un risque. Teddy Connors se leva à son tour. Il avait des fourmis dans les jambes et dans les tempes. Parlez-moi des conditions, en imaginant que j'accepte. À quoi je serais tenu? Vous devrez venir tous les jours. Les 3 doses sont espacées entre elles de 3 mois. Le suivi se fera sur plusieurs années. Et vous ne pourrez rien dire à quiconque, pas même votre femme. Comme je vous l'ai dit, nous évoluons sur un secteur concurrentiel et dangereux. Une clause de confidentialité sera prévue au contrat. En cas de fuite, nous suspendrons les versements. Monsieur Klein m'a parlé de $6 000 net par mois. C'est bien de ça dont on parle. C'est tout à fait ça, Monsieur Connors. $6 000 mensuels à vie. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Comment vous pouvez vous engager à payer $6 000 à un type qui pourrait vivre éternellement? Eh bien, nous nous engagerons à payer tant que l'entreprise perdure. Si elle périclite, le contrat cesse. Il y a donc un risque, un de plus. Mais je suis sûr que vous avez entendu parler de l'entreprise Noser. Teddy jeta un coup d'œil au logo placardé au mur. S'il y a une entreprise qui ne fera pas faillite, c'est sans doute Noser. Aucune entreprise ne vous offrira une telle garantie, Monsieur Connors. L'argent ne sera plus un problème pour vous. J'aimerais quand même garder mon job au chantier, au cas où. Ce serait possible. Klein regarda McClintock avec de grands yeux. Oui, c'est possible. Et sans doute nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons de votre femme. Mais tout ça sera vu en temps et en heure avec Klein. Vous élaborerez un scénario crédible et vous recevrez des instructions pour préserver le secret. L'idéal serait de faire les injections et le suivi très tôt le matin. Vous devrez vous lever aux aurores. Si vous permettez, maintenant, je vais vous faire visiter les locaux, Monsieur Connors. Mon assistante, Nadia Roberts, vous en dira plus sur le sérum. Sans toutefois vous révéler sa composition, bien sûr. Mais elle saura vous expliquer comment il va se mélanger à votre ADN et comment il est supposé agir. Après quoi, Monsieur Klein vous fournira les preuves de nos essais antérieurs et vous pourrez y réfléchir, tranquillement. Teddy acquiesça de la tête. Il se leva pour les suivre, prit une grande inspiration et expira longuement par le nez. Il balançait entre deux émotions contraires. Et d'un côté, il savait plus ou moins ce qu'il s'apprêtait à faire, et d'un autre, il se demandait s'il n'était pas sur le point de faire la plus grosse connerie de sa vie. Fin de la première partie.